Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBP, Evidence Based Podcast, l'orthophonie comme une évidence. Derrière les étagères de jeux présents dans chaque cabinet d'orthophonie se cache un savoir-faire bien plus étoffé. L'orthophonie est une profession de soins qui se réfère à des pratiques cliniques et des données scientifiques probantes. En effet, nos prises en charge s'appuient sur les 3 piliers de l'Evidence-Based Practice, ou pratique fondée sur la preuve. Ainsi, notre podcast donne la parole aux cliniciens, cliniciennes, scientifiques et experts venant partager leurs connaissances sur l'état de l'art afin de permettre à tous les orthophonistes d'avoir accès aux données probantes issues de la recherche et à les appliquer dans leur prise en soin. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce 11e épisode d'Evidence-Based Podcast. Cet épisode abordera les critères 3 et 4 proposés dans les recommandations de bonne pratique. D'une part, les critères d'une approche thérapeutique centrée sur la personne, qui nous amènera à discuter d'une approche de soins préalablement partagée avec son patient, ce que la littérature appelle une décision de soins partagée, et à discuter d'une approche thérapeutique d'aide à la conscientisation du trouble du langage écrit par le patient et les aidants. Selon notre invitée d'aujourd'hui, Agnès Vitko, cette approche thérapeutique centrée sur la personne est indissociable du traitement d'un trouble du langage écrit, puisqu'elle intègre la globalité et la singularité d'un patient et l'environnement dans lequel il évolue. Ainsi, cet épisode abordera l'environnement par le biais du parcours de soins en langage écrit. Rappelons que, dans le cadre d'une profession conventionnée avec l'assurance maladie, le parcours de soins en langage écrit se réfère à des dispositifs de droit commun basés sur la prévention, la qualité et la continuité des soins. Le parcours de soins décrit comment l'évaluation et la remédiation des troubles du langage écrit d'un patient doit s'inscrire dans une collaboration avec les professionnels de santé, mais aussi avec les instances de scolarité et d'éducation. Pour discuter de ces critères, nous avons le plaisir de recevoir Madame Agnès Vitko et Monsieur Gilles Leloup qui co-animera ce podcast avec moi. Bonjour Agnès, bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. Agnès, vous êtes orthophoniste, maître de conférence à la faculté d'orthophonie Claude Bernard de Lyon 1. Vous êtes rattachée au laboratoire dynamique du langage de Lyon 2. Vous êtes également co-autrice des recommandations de bonnes pratiques de soins du langage écrit qui ont été présentées le 11 mars au ministère de la Santé. Dans un de vos articles, publié en 2018 dans Rééducation orthophonique, sur les conduites d'évaluation d'un trouble du langage, vous écrivez que si le diagnostic repose sur l'évaluation des différentes manifestations comportementales, psychométriques et de l'histoire du patient, la compréhension de ces manifestations comportementales doit aussi être analysée en prenant en compte les préférences de soins du patient énoncées au moment de l'évaluation, et cela selon son contexte de vie. Est-ce qu'à travers ces quelques lignes, vous faites référence au cadre de l'EBP et particulièrement au fait qu'il faut créer les conditions d'une alliance thérapeutique en permettant aux patients ou à ses proches de participer aux décisions le ou les concernant, telles que le propose Dollagan, autour d'un manuel consacré aux approches fondées sur les preuves concernant les troubles de la communication. Oui, alors tout à fait. Je pense qu'il faut revenir sur l'EBP. C'est effectivement une approche qui consiste à sélectionner des informations de santé dans une optique d'objectivité scientifique. Et un format de recherche préférentiel est retenu, c'est celui de l'essai clinique randomisé. Alors, on va comparer des études de groupe, c'est-à-dire les améliorations d'un groupe cible et d'un groupe contrôle, qui vont suivre un protocole expérimental avec l'idée qu'un traitement cible est potentiellement actif dans un cas, alors qu'un traitement placebo est supposé sans effet dans l'autre cas. Et avec ces études, des données probantes sont diffusées aux cliniciens comme une garantie d'efficacité. Alors, cela dit, l'EBP se déploie selon une très grande variabilité de pratique. Et pourquoi ? Parce que les professionnels de la santé sont continuellement exposés à de nouveaux résultats de recherche qui pourraient certes contribuer à des soins plus efficaces pour les patients, mais malheureusement, les transferts des résultats de la recherche dans la pratique ne se font pas aussi facilement que ça, et de nombreux auteurs ont documenté des écarts entre les pratiques fondées sur les preuves et le soin courant des professionnels de santé. Et ce n'est pas une affaire réglée d'avance, notamment pour l'orthophonie, parce que la dimension humaine des interventions de santé rend les mesures d'efficacité des traitements extrêmement complexes.
Si on pouvait, Agnès, reprendre un petit peu les trois piliers de l'EBP, en fait, ce que tu dis, c'est que d'un côté, on a des données probantes à partir d'études scientifiques, randomisées ou pas d'ailleurs, et de l'autre côté, on a l'expérience du clinicien. Comment on fait le lien entre les deux? Alors, je pense qu'on est dans deux types de preuves, des qui sont alimentées par des références théoriques, scientifiques, documentées, mais qui sont surtout encore une fois, sur des études de groupe. Et d'un autre côté, le praticien va s'engager dans une expertise basée sur des études de cas et des parcours individuels. Et en ce sens, c'est complémentaire. Je pense que les deux s'enrichissent mutuellement et sont complètement reliés, notamment par les revues de littérature, parce qu'un clinicien pourra tout à fait faire une revue de littérature qu'il va adapter, implémenter dans son soin orthophonique individuel et particulier. Ce lien entre études de groupe et études cliniques en soins courants sur l'individu amène donc à réfléchir sur le troisième pilier de l'EBP, qui est la préférence du patient. Selon vous, quels sont les points forts de cette approche? Alors, il est vrai que les préférences du patient sont mises en avant dans les cadres pionniers de l'EBP, comme dans les travaux de Guyat et collaborateurs, qui disaient explicitement que les données factuelles ne pouvaient suffire pour prendre une décision de soins de qualité. Mais le cadre de l'EBP se focalise sur des principes opérationnels et notamment sur l'impact des interventions de santé, sans prendre vraiment en compte le raisonnement du patient ou son expérience. Alors, pour évaluer les préférences d'un patient, deux principes de base sont essentiels. Respecter tout ce qui est jugé important pour le patient, même des éléments qui peuvent paraître minimes de prime abord, et aussi faire confiance au patient sur ses capacités de compréhension, de choix, d'arbitrage. Et des outils existent aujourd'hui, notamment en orthophonie, dans des travaux qui focalisent sur des grilles d'entretien d'explicitation. Et notamment, Dolagan nous propose 5 rubriques pour approcher ses préférences. Alors, l'histoire du trouble, qui paraît importante pour avancer sur la compréhension, les savoirs du patient sur le trouble, les rencontres de ce patient avec d'autres soignants, et finalement les circonstances actuelles au moment où ce patient vient consulter et que vous le rencontrez. Je suis pas certain d'être clair avec ce concept de décision partagée et surtout quand on doit se référer à des grilles telles que les grilles de Lagan. Et en pratique clinique, si on devait un peu peut-être pas simplifier, mais donner un exemple, comment tu opérationnalises ce cadre? Alors, je pense qu'il faut vraiment revenir à une pratique d'anamnèse approfondie qui nous permet de dérouler une temporalité avec des événements qui ont compté dans la vie du patient, des moments de transition, des moments de décision, des expériences qu'il a pu juger compliquées, mais aussi des réussites qui ont permis de poser des questions et de faire évoluer toutes ses appréhensions par rapport à ses difficultés et par rapport à son trouble, par exemple. Donc, en fait, vraiment, un des points de départ de la décision partagée, c'est de prendre son temps pour écouter la plainte du patient. Exactement, et c'est aussi, je disais, faire confiance à la vision des différentes étapes qui se sont déroulées pour le patient. Et en ce sens, des grilles comme celle de Dolagan nous permettent de dérouler et de préciser, notamment, ce qui me semble important, c'est les rencontres avec d'autres soignants. Ça me semble vraiment un élément tout à fait majeur pour créer un récit autour du trouble et autour des étapes de sa Tu réalisation. peux développer ce que tu entends par relation avec les autres professionnels, c'est-à-dire les relations que le patient a vécues, c'est ça, avec les autres professionnels? Exactement. Les méthodologies professionnelles sont très personnalisées, qu'il s'agisse du bilan, des rééducations, des exercices, des échanges avec les parents. Et ces pratiques tout à fait personnalisées peuvent être aussi très infantilisantes.
Et dans ce cadre-là, le patient pourra se trouver dépendant des objectifs du patient sans pouvoir vraiment aller sur ce qui le dérange, ce qu'il ne comprend pas, ce qui le gêne. Et cette relation authentique qu'on peut construire avec un patient pourra permettre justement d'appréhender son vécu et son ressenti par rapport à un soin et par rapport aux choix et aux décisions de soins que le professionnel fait et qui demandent à être co-construites. Donc, ce que vous évoquez là, au travers de vos réponses, en fait, c'est ce qu'on appelle la conscientisation que le patient a de son trouble. Effectivement, l'activité de conscientisation engage le patient dans son intériorité et dans tout son ressenti vis-à-vis du trouble, ce qui permet de vraiment aborder son vécu et des éléments qui lui sont tout à fait propres. Alors, on pourrait utiliser le terme d'attitude réflexive ou d'auto-analyse. En tout cas, dans ce cadre-là, il faut aussi rappeler qu'il s'agit de s'ajuster sur des représentations mutuelles. C'est-à-dire que le thérapeute a l'habitude d'entendre des symptômes, des manifestations similaires, alors que le patient vit son trouble de l'intérieur. Et c'est cette intériorité-là qui prend beaucoup de place dans sa vie et le soignant doit l'appréhender pour chaque patient et sans plaquer des étiquettes. Moi, je voudrais refaire le lien avec les troubles du langage écrit, dans ce que tu dis, dans l'intériorité de ce que va vivre le patient de son trouble, de ce qu'il va comprendre aussi de la façon dont on va expliquer son trouble. Dans la pratique clinique, en fait, on peut considérer, même si ce n'est pas admis, qu'un trouble du langage écrit est une maladie chronique et que donc, a priori, il a dû entendre dans ses différentes expériences avec des professionnels de santé ou d'ailleurs dans ses recherches personnelles sur cette pathologie du langage écrit. Alors, l'enfant peut-être pas, mais les parents sans doute, parce que là, on va réintroduire les parents aussi. Il faut peut-être faire le lien entre les deux. Et de se retrouver dans cette idée de conscientisation du trouble comme quelque chose qui serait immuable à vie, ou alors, à situation inverse, dans un déni par rapport à ce trouble, comme on peut le voir pour certains enfants qui vont, je veux dire, être en opposition avec le soin parce qu'ils pensent qu'ils ne souffrent pas de difficultés de lecture. Alors, j'ai vraiment en tête le parcours d'un adolescent qui est arrivé en bilan en me disant: je suis dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, TDAH, et je n'ai aucun niveau et ma vie ne ressemble à rien. Et je pense que cet étiquetage de trouble remplaçait toute possibilité d'évolution personnelle, parce que d'une part, la société et les cadres de santé ont installé une vision, oui, certes immuable, et complètement en dehors de la réalité. Oui, ce que tu dis fait le lien avec les premiers épisodes sur le diagnostic, c'est-à-dire qu'on ne colle pas des étiquettes aux patients. Et si la relation qu'il a eue avec un thérapeute, c'est une étiquette, on reste dans une dimension catégorielle de la maladie et non pas dans une compréhension dimensionnelle qui prend en compte à la fois les facteurs cognitifs sous-jacents à sa pathologie, mais toutes les conséquences qu'il va y avoir sur sa vie personnelle et sur la façon dont il va pouvoir aussi parler de sa maladie et vivre sa maladie. On peut utiliser le terme de maladie, je sais que c'est un terme qui est parfois mal interprété, ou de trouble ou de déficit. C'est vrai que j'utilise plutôt le terme de trouble, mais je pense qu'on est dans des visions très stéréotypées du trouble qui confinent les patients dans des rails. Et les professionnels de santé ont beaucoup à apporter, notamment sur les évaluations et sur l'évaluation dynamique, notamment sur les capacités d'apprendre, sur l'expression des talents et sur la pluralité des approches, notamment neurocognitives et en neurosciences, en utilisant des outils comme la musique et pas simplement le langage. Tout l'aspect artistique me semble une vision intéressante en cas de troubles sévères.
Cette conscientisation du trouble dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce qu'elle ne passe pas par, est-ce qu'en fait, au moment de l'échange entre le patient et le thérapeute, est-ce qu'il faut voir ça comme une espèce de négociation entre patient et clinicien sur, est-ce que c'est le moment où il faut définir des critères d'arrêt ou de pause des soins, par exemple? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'envisager? Alors, je pense que la décision de soins, c'est un processus récurrent tout au long du suivi thérapeutique. Donc, elle se passe avant d'engager un suivi, certes, et là, on prend différentes options de traitement, mais en même temps, elle se passe tout au long du suivi. C'est-à-dire qu'on va prendre le plus souvent possible des micro-décisions, tout simplement pour changer un rythme de rendez-vous, pour choisir un support, et on va prendre des macro-décisions, c'est-à-dire est-ce qu'on va faire une pause, est-ce qu'on va demander un avis à un professionnel un petit peu plus objectif pour évaluer la situation, etc. Ou bien est-ce qu'on va fixer l'arrêt des soins parce que le bénéfice du soin sera supérieur à des désagréments et à un malaise que le patient pouvait ressentir. Mais selon toi, c'est mieux est traiter, est-ce qu'on peut dire traiter ou analyser ou partager la décision de soin, et mieux est amorcer aussi ces questions sur la conscientisation du trouble. Est-ce que ça n'a pas un impact quand même direct sur la question justement de pouvoir suspendre les soins, faire des pauses thérapeutiques, décider d'un arrêt? Parce que une des questions majeures aujourd'hui, c'est ces prises en charge qui durent très longtemps, avec des patients qui vont parfois à leur séance de rééducation euh, parce qu'ils y vont, mais en fait sans savoir réellement, fondamentalement, quelle est la raison finale de cette prise en charge. Est-ce que c'est du soutien? Est-ce que c'est de l'accompagnement? Est-ce que c'est du soin? Exactement. Je pense qu'il faut vraiment être sur des échanges réguliers et approfondis avec le patient pour mettre du sens sur tout simplement les objectifs de la rééducation et des petits objectifs qui seront auto-évalués, qui seront en plus reliés à des contextes différents, parce que ce qu'il faut, c'est bien sûr avoir des progrès dans un domaine langagier précis, en vocabulaire, en syntaxe, mais aussi pouvoir évaluer le retentissement fonctionnel dans des situations de la vie quotidienne et également dans le ressenti du patient vis-à-vis de son trouble, vis-à-vis de son estime de soi, vis-à-vis de sa confiance, etc. Et je pense que les échanges doivent être réguliers et doivent aller au-delà des aspects neurocognitifs qui sont quelque part désincarnés et en dehors de la vraie vie. Il est reconnu que ces enfants avec un trouble du langage écrit ont souvent une estime de soi très diminuée. Est-ce que la conscientisation du trouble a un impact sur l'estime de soi que peuvent avoir les patients, notamment de leur capacité scolaire? En tout cas, le fait de rentrer dans le vécu, le ressenti du trouble, va permettre de décrire des situations complexes, des éléments très problématiques qui sont récurrents et qui montrent qu'un vécu d'échec à répétition est forcément délétère sur des apprentissages et sur une projection dans la vie, dans les études et dans les apprentissages. Donc cette conscientisation va dépendre bien sûr de l'âge du patient, hein, et je vois que chez les adolescents, on a vraiment une obligation d'être sur cette dimension-là de l'estime de soi et de la projection dans le futur. Sinon, on est dans un travail très, comment dire, très académique qui va plutôt rejoindre des objectifs d'apprentissage scolaire et qui rencontrera pas la personnalité et les désirs des personnes que nous prenons en charge. C'est le lien qu'on doit faire là avec une écoute bienveillante dans le cadre de la prise en soin, et que la prise en soin ne se limite pas à une série d'entraînements de protocoles, mais aussi à tout un espace, un temps d'espace d'écoute. Je pense que la conscientisation nous amène à une relation rapprochée, une relation de proximité avec les patients, et que cette posture d'écoute bienveillante va même au-delà de la bienveillance, de l'empathie, qu'elle déclenche chez le praticien
une obligation de loyauté et de recherche des valeurs existentielles dans la vie et dans la projection vers l'avenir. Donc cette approche centrée sur le patient qui est définie en fait dans le BP, euh, elle permet quand même d'ouvrir beaucoup de portes sur des pratiques de soins qui ne sont pas des pratiques de soins directement opérationnalisées avec des entraînements, mais aussi des approches où on va aborder la question de comment le patient vit son trouble, quelle estime de soi, comment les parents ou les personnes autour de lui perçoivent aussi également son trouble. On en parlera dans le second épisode avec toi sur toutes les relations d'ailleurs que les praticiens et les praticiennes peuvent ou ne peuvent ne pas avoir avec l'école. C'est ça? Alors, je pense que ces moments, je dirais, d'explicitation sur le vécu du trouble sont des moments très, très forts qui peuvent permettre de respirer et d'engager des objectifs tout à fait autres par rapport à un enfant idéal que les parents auraient projeté, par rapport à des objectifs de réussite, d'examen, etc., etc. Donc cette idée d'explicitation du vécu du trouble est un moment fort entre les parents et les enfants et permet une réelle, on va dire, complicité qui pourrait éventuellement permettre de mieux approcher des objectifs à la hauteur des capacités de l'enfant et non pas des objectifs théoriques que tel enfant de tel âge doit accomplir, etc., etc. Toujours pour revenir sur cette question de la conscientisation, est-ce que tu penses qu'il faut absolument revenir au fait qu'on est en train de soigner un trouble et donc de parler avec le patient et ses parents d'un handicap? Alors, je suis partagée sur la notion de handicap. Je parlerai plutôt de vulnérabilité et de fragilité. Parce que le problème du terme handicap, c'est que dans la société, il est affilié à tout un cadre administratif qui ouvre des droits et qui permet d'être repéré dans des filières. Et on se rend compte que de plus en plus d'étudiants arrivent à l'université et qu'ils ne souhaitent pas du tout étiqueter leurs troubles et leurs difficultés avec le terme de handicap parce que ça leur renvoie une vision, pourquoi pas rabaissante, de victime, et cet besoin d'aide que la société leur apporterait ne leur convient pas parce qu'ils ont une forme de résilience très active, très proactive, qui leur permet d'avoir des initiatives complètement irréalistes, mais qui leur permet d'avancer dans la vie avec leur propre potentialité. Donc cette notion de handicap, à mon avis, est à double tranchant et ne permet pas forcément à toutes les personnes qui ont un trouble de trouver des solutions. Il y a une vraie nécessité donc d'avoir des données scientifiques et cliniques probantes, mais tout ça ne peut fonctionner que si le patient est bien partenaire de soins. Donc ce partenariat, il passe par le cadre de la décision partagée. Je voudrais qu'on revienne un petit peu dessus, et notamment qu'on se pose la question, est-ce que ce cadre de soins est méthodologiquement clair? Alors, je pense que cette méthodologie est plus une démarche qu'une méthodologie parce que tout se passe dans des entretiens qui sont dépendants des relations interpersonnelles entre le patient, éventuellement les parents et le thérapeute. Et l'idée est vraiment déjà d'engager un partage d'informations explicites et dire les choses. Et cette façon de faire est absolument indispensable pour pouvoir nommer les préférences, justement, les valeurs, les difficultés, les choses qui sont des freins et voire même des phobies scolaires, puisqu'on peut aller jusqu'à la phobie scolaire. Donc, à partir de ce partage explicite d'informations, on va pouvoir pondérer et mettre en lien les difficultés et les possibilités d'action par rapport à ces difficultés. Et de ce fait, on va arriver à des modalités de soins. C'est-à-dire que pour pouvoir faire évoluer ces difficultés, on va proposer un rythme de séance, des types d'entraînement à domicile ou plutôt au cabinet, etc., etc. Et c'est dans cette négociation des possibilités d'action que le patient va faire ses choix et que le thérapeute va engager un plan de soins. Sur cette question de décision partagée, on va dire de relation avec le thérapeute,
Est-ce que ça veut dire qu'une décision partagée avec le patient, c'est aussi une décision partagée avec les autres thérapeutes qui s'occupent du patient? Alors, je pense que dans certains cas, oui, parce que, un travail, pluridisciplinaire peut tout à fait être, indispensable dans le cas des troubles comorbides et les ajustements, la coordination est d'ailleurs attendue dans le parcours de santé, dans le parcours de soins et cette dimension-là reste, à mon avis, éminemment complexe et pas forcément facile à mettre en œuvre. L'approche centrée sur la personne ne se limite donc pas à la décision partagée. Et en fait, ce que vous dites là ouvre un autre espace qui concerne la façon dont le patient s'inscrit dans un parcours de soins. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que les environnements de l'enfant changent de nature et de complexité tout au long de sa vie et que ces changements sont associés à des nouveaux défis, à des nouvelles épreuves. Et tout ça, ça détermine sur le long terme sa participation sociale, sa place dans la société et son autonomie. Donc il faut quand même avoir en tête que dans cette idée de parcours de soins, on a un enfant qui se développe et qui joue la carte de son avenir et que le soin fait partie de ces rouages-là qui pourront lui permettre d'avoir des points d'appui supplémentaires pour arriver à des objectifs qu'il va devoir atteindre ou au contraire abandonner. Mais cette idée de projection dans l'avenir me semble une question cruciale pour quelqu'un qui a un trouble et qui se vit comme inférieur, comme nul, non performant. Et je pense qu'il faut beaucoup travailler sur cette idée-là pour, encore une fois, on va sur la question d'estime de soi, sur la confiance en soi et sur des éléments positifs qui peuvent être que la source d'un avenir et d'une projection positive. Merci pour toutes ces réponses à nos questions. Je pense qu'on développera dans la deuxième partie de l'interview plus précisément ce que c'est que le parcours de soins, puis on reprendra aussi les grandes lignes euh, de ces approches centrées sur les préférences du patient ou centrées sur le patient. Une dernière question, c'est quoi le soin? Et je dirais que c'est une approche centrée sur la personne. Ouais, je pense que c'est un bon raccourci sur ces questions de ce qu'est le soin, mais ça veut dire que ça s'inscrit dans la décision de soin? Alors, je pense que le gros défi est de comprendre l'environnement dans lequel vit une personne et qu'on ne peut pas plaquer des recommandations, justement, des cadres qui sont établis par des administrations et que tous nos patients nous disent, finalement, je suis dans un parcours de soins, mais c'est aussi un parcours du combattant. Et je pense qu'à ce titre-là, l'orthophoniste peut tout à fait prendre des initiatives pour comprendre les obstacles et les transformer en points d'appui pour trouver des solutions à la fois pragmatiques, à la fois relationnelles et à la fois adaptées aux besoins, aux attentes, aux désirs, aux envies de son patient, qui est un être humain qui se projette dans des défis, pourquoi pas dans des projets qui sont parfois inaccessibles et qui ne doivent pas être d'emblée impossibles. Et je pense que le soignant est là pour ouvrir des portes, pour être à l'écoute et pour justement, avec la conscientisation du trouble et la décision partagée, pondérer et trouver des solutions qui seront à la fois une manière de contourner un trouble, mais aussi une manière d'avoir des initiatives et des objectifs qui pourraient être jugés impossibles, mais qui sont tout à fait accessibles avec de l'aide et de l'accompagnement thérapeutique. Bah écoute, je pense que c'est une belle conclusion sur cet entretien parce que on peut quand même considérer que cette partie d'une approche centrée sur la personne est quand même un peu le parent pauvre, parfois, de la prise en compte des décisions de soins. Alors, je pense qu'on ne peut pas généraliser parce qu'on parle aussi d'alliances thérapeutiques. On a des manières de se Oui, on rapprocher parle du patient. d'éducation thérapeutique du patient, c'est ça?
Alors ça, c'est sur un aspect très administratif. Personnellement, je trouve que le cadre est très, très, très formel et ne permet pas justement d'avoir une conscientisation du trouble. Et cette nécessité d'approcher presque l'intimité du patient va nous permettre d'aller à la rencontre de ses valeurs et de ses préférences. Et c'est ça dont il était question déjà dans le BP, dans les premiers travaux. Get on home, yeah. Get on home, Merci à vous Agnès d'avoir été présente aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à Gilles d'avoir co-animé cet épisode. Et nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouvel épisode en compagnie de Jérémy Perrichon, avec qui nous parlerons initiation du partenariat parental en orthophonie.